Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un débat de cette école de l'Anthropocène que nous vous proposons depuis le début de la semaine et jusqu'à dimanche soir. Et ce soir, nous allons discuter de la matérialité de l'Anthropocène. Alors, sous ce titre peut-être un peu étrange, nous allons en fait évoquer une question tout à fait fondamentale qui est celle de la façon dont des sociétés établissent leur rapport au sol, à la terre et à ses richesses, aux ressources naturelles, et la manière dont ces relations en viennent finalement à compter beaucoup dans l'organisation des sociétés, mais aussi dans la définition de leur système politique et juridique. Et également, nous allons réfléchir à la façon dont ces relations sont parfois escamotées, dissimulées par un certain nombre de discours, en particulier des discours économiques, mais aussi un certain nombre d'autres discours que nous évoquerons au fur et à mesure de notre conversation. Et pour discuter de cette question tout à fait fondamentale, j'ai vraiment le grand plaisir de recevoir deux auteurs, deux spécialistes tout à fait majeurs de cette question et tout à fait majeurs de la réflexion sur l'Anthropocène. Nous allons en effet discuter avec Pierre Charbonnier, que nous recevons avec grand plaisir. Bonsoir Pierre, qui est en ligne. Pierre Charbonnier est philosophe. C'est un spécialiste au début de sa carrière de l'histoire et de l'épistémologie des sciences sociales. Il avait en particulier réalisé une thèse où il examinait les rapports entre nature et société dans le corpus de la sociologie, de l'anthropologie et plus généralement des sciences sociales. Une thèse qu'il a en partie publiée dans un livre qui s'appelle « La fin d'un grand partage, nature et société » de Durkheim et d'Escola, qui a été publié en 2015. Et puis, l'année dernière, il a publié un livre tout à fait important, « Abondance et liberté », aux éditions de la Découverte, et un livre qui a été, à juste raison, considéré comme un événement éditorial et intellectuel. Et nous allons évidemment parler avec lui de ce livre et du propos de ce livre. Et puis, j'ai également le grand plaisir de recevoir Jedediah Purdy, qui est, je pense, en direct de Durham, en Caroline du Nord. Enfin, je ne sais pas, Jed, d'ailleurs, si vous êtes à Durham. Jedediah Purdy, qui est juriste, qui est professeur désormais à l'Université de Columbia, après avoir été pendant près de 15 ans professeur à la Duke University, mais un juriste très particulier, très singulier, puisque un juriste qui, à partir d'un travail très serré sur le droit de la propriété et sur le droit de l'environnement, en vient à questionner le système politique et la façon dont la société américaine et la société politique américaine s'organise et en vient à questionner de façon très radicale, en particulier la problématique des inégalités. Il a publié de nombreux livres qui ont fait là aussi événement aux États-Unis. On peut citer en particulier un livre qui l'a fait véritablement connaître, qui s'appelle Being America, Liberty, Commerce and Violence in an American World, en 2003. Il a également publié un livre très important qui s'appelle The Meaning of Property, Freedom, Community and the Legal Imagination. Et puis, nous discuterons peut-être ce soir plus particulièrement de son dernier livre, This Land is All Land, The Struggle for a New Commonwealth, qui vient de paraître il y a quelques mois aux États-Unis. Donc je suis vraiment très heureux d'accueillir ces deux spécialistes qui ont beaucoup de choses à se dire mais qui ne s'étaient jamais encore rencontrés. Et c'est un grand plaisir pour l'École urbaine de Lyon que de permettre cette première rencontre. Alors si vous le voulez bien, je vais commencer par poser une première question à Pierre Charbonnier. Et je vais en fait plus inciter Pierre Charbonnier à réagir à ses propres lignes, à son propre texte, puisque je vais commencer par lire une partie du début d'Abondance et liberté. Ça se dit page 15 du livre, parce que je crois que c'est tout à fait significatif de ce que Pierre Charbonnier entreprend dans ce livre. Je le cite. « 'Abondance et liberté' est une conception qui, à mon sens, est très différente de celle de Durkheim et d'Escola. 'Abondance' signifie avoir, 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 avoir,
Très longtemps, nous avons pensé que les conflits sociaux se nouent autour d'expériences et de conceptions rivales de la liberté. Que l'histoire se joue dans la lutte interminable entre ceux qui demandent la reconnaissance et ceux qui sont en position de la leur accorder ou de la leur refuser. Nous pensions qu'il s'agissait d'obtenir des droits permettant de jouir en égaux d'un monde et de ses richesses sous la protection d'un État juste. La conquête de la liberté de conscience, de la protection contre l'arbitraire du pouvoir ou de la justice économique nous apparaissait comme des réponses à des attentes internes à la société se déployant dans un espace extérieur immuable. Et puis sont apparues des luttes pour lesquelles la relation à ce territoire, voire son existence, sont devenues un enjeu, nous obligeant à revoir cette conception des injustices et de leur réparation. Alors que nous pensions nous battre sur une terre commune, nous nous apercevons qu'elle est plus que jamais l'objet même de nos divergences. Ce qui constituait autrefois le socle à peu près stable des disputes sociales semble en être devenu l'enjeu. Pierre Charbonnier, j'ai l'impression que ces quelques phrases cristallisent en quelque sorte le propos de ce livre, qui est en fait de porter un nouveau regard sur l'histoire des idées économiques et politiques, et un regard qui en particulier permet d'insister sur ce qui serait peut-être le cœur de la politique et de l'économie politique, c'est-à-dire non pas un débat abstrait sur les valeurs, mais bien plutôt une réflexion très concrète et très immédiate sur la façon dont des sociétés peuvent envisager de nouer relation avec un sol, des terres, des ressources, des étendues terrestres. Est-ce que je saisis bien le propos qui est le vôtre ? Oui, parfaitement. Et bonjour Michel et bonjour à tous. Écoutez, oui, alors les lignes que vous avez citées sont les premières lignes du livre. Ce sont des lignes que j'ai réécrites à peu près 1000 fois, donc effectivement elles sont pesées, elles sont faites pour donner aussi efficacement et intensément que possible le ton de mon travail en général. Effectivement, on peut le dire comme ça, c'est une réflexion qui consiste à regarder, on peut le dire dans les termes de notre session ce soir, regarder les choses matérielles qui se trouvent derrière les symboles politiques ou les biens immatériels dont on considère qu'ils constituent le centre de la modernité politique, une notion de propriété, de progrès, de souveraineté. Et donc, on peut reformuler le projet de ce livre en parlant d'une histoire matérielle de la liberté. C'est un livre qui essaye de comprendre quel type de pratique écologique se cache derrière ces notions, quel type d'usage du monde ont contribué à forger l'univers normatif dont on considère ordinairement qu'il structure la modernité politique. Alors, et cette opération demande un réel travail parce qu'une des caractéristiques de ces pratiques écologiques, de ces usages du monde, c'est qu'ils sont très ambivalents, puisque d'un côté, les historiens le font couramment, et en philosophie, je pense qu'on peut le faire aussi. On peut voir à quel point nos conceptions de philosophie politique, d'économie, même de sociologie, sont imprégnées en fait par de très nombreuses formes de socialisation de la nature. Et en même temps, c'est pour ça que je dis que c'est ambivalent, en même temps, ces usages du monde sont en partie voilés, en partie cachés, pour des raisons qui peuvent en fait être liées à l'exercice même du pouvoir, qui peut trouver sa légitimité dans le fait même de cacher ces relations matérielles et écologiques, mais ils peuvent l'être aussi pour des raisons, disons, un petit peu moins liées à l'exercice du pouvoir, simplement par exemple des phénomènes de division du travail. C'est que l'activité scientifique, l'activité des ingénieurs, l'activité de l'organisation économique est inégalement distribuée dans la société. Le travail lui-même est inégalement distribué dans la société, ce qui fait que tout le monde n'est pas exposé de la même manière aux pratiques écologiques. Donc, c'était ça
dit qu'en fait, à la fois de ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie de la modernité, hein, des travaux de Philippe Descola, de Bruno Latour, plus largement en fait de l'histoire des sciences et des techniques, et qui se revendique aussi une tradition en fait de philosophie politique et sociale française, telle qu'on la pratique à l'École des hautes études en sciences sociales, par exemple. Alors maintenant, ce livre, en fait, fonctionne, si on peut décrire un petit peu plus le contenu, rapidement, hein, très rapidement, à deux niveaux. Il y a un niveau, en fait, méthodologique, mais qui est important, parce que c'est celui qui donne son sous-titre au livre. Hein. Ça s'appelle Une histoire environnementale des idées politiques. Et ce sous-titre, en fait, il faut l'entendre comme un contre-pied à ce que pourrait être une histoire des écologique, cherche dans le passé. Ah, on me dit que ma connexion faiblit. Ça va? Tout le monde m'entend? Oui, on a eu une petite interruption, mais là, okay. c'est bien, Pierre. Okay. Donc très souvent, oui, les philosophes, ce à quoi ils s'intéressent, lorsqu'on s'empare de l'histoire des idées, on s'en empare sous la forme d'un triage entre ce dont on considère que cela peut alimenter le corpus de cet idéal écologique, et on laisse de côté ce dont on considère qu'il ne contribuera pas à cet effort. Alors il y a plein d'ascendances qu'on peut trouver, des ascendances romantiques, providentialistes. D'ailleurs, ça recoupe en partie le travail que fait Jed Perley dans un de ses livres, dans After Nature. Et on se rend compte en fait que la structuration des rapports collectifs au milieu naturel dans les sociétés en général et dans la société moderne en particulier, en fait, est liée à des procédures de nouage intellectuel et pratique qu'on trouve un petit peu partout. Par exemple, dans le livre, j'insiste beaucoup sur l'importance de penseurs contractualistes du XVIIe siècle, comme Grotius et Locke, dont vraiment on ne peut pas du tout considérer qu'ils soient des précurseurs de l'écologie politique contemporaine, mais ce n'est pas du tout pour ça qu'ils sont intéressants, c'est parce que ce sont des penseurs politiques qui réfléchissent à la territorialité, à ce qui est privé et à ce qui est commun, à la constitution d'une juridiction exclusive sur un territoire, qui s'intéresse très concrètement à des routes commerciales, à la mise en valeur de la terre, à la différence entre le cultivateur moderne et le chasseur-cueilleur réputé non moderne. Donc vous voyez, les dispositifs intellectuels fondateurs de la modernité politique sont gorgés de références omniprésentes à ce que c'est que traiter la nature, à ce que c'est que faire usage du monde, et ils contiennent de très nombreuses prescriptions sur ce bon usage du monde. Et en fait, la prescription structurante, c'est la propriété. La propriété entendue comme un ensemble de techniques de mise en valeur de la terre, c'est-à-dire rendre la terre plus productive qu'elle ne l'est à l'état tel qu'on le trouve, à l'état sauvage, on pourrait dire. Donc en fait, la propriété est gorgée de références agronomiques. Chez Locke, on trouve l'idée que le propriétaire, c'est celui qui multiplie par quasiment 10 la productivité de la terre. Donc après, la propriété se construit comme une référence juridique codifiée dans un droit selon les traditions juridiques, droit positif. Mais il y a aussi ça, il y a aussi toute cette réflexion. Et je pense que ces éléments-là sont très importants pour pratiquer une philosophie de l'environnement, parce que c'est de ça dont on hérite. On n'hérite pas seulement de conceptions en fait, positives ou négatives de la nature, on hérite d'une sédimentation de prescriptions indissociablement politique, économique, morale, parfois même théologique, au sujet du bon usage de la terre. Donc ça, c'est l'objet en fait de la démarche que j'ai appelée, incidemment, l'histoire environnementale des idées. Et puis le contenu du livre, lui, repose sur cette thèse que j'ai voulu assez simple, que le titre du livre exprime, Abondance et liberté. Cette thèse, en fait, c'est l'idée selon laquelle le processus de construction de la société politique moderne, qui gravite autour en fait de l'idéal libéral, ou de l'idéal de démocratisation de la société, eh bien, ce processus-là est très difficile à comprendre
si on ne lit pas en même temps que donc, si vous voulez, la transformation des rapports, on pourrait dire intersubjectifs à l'intérieur de la société civile, donc si on ne comprend pas tout ça, avec en même temps le processus de conquête de territoire, de réaménagement des écosystèmes, d'appropriation, d'exploitation, et même au centre de tout ça, l'idée que les rapports à la nature sont codés comme une contrainte, et une contrainte qu'il faut repousser, parce que l'idéal cardinal d'une société moderne, c'est l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire nous sommes maîtres de notre destin, nous faisons nos propres lois. En fait, c'est ce que ne cessent de répéter les grands fondateurs du droit révolutionnaire, que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs. À cet égard-là, il n'y a pas de grande différence. Donc, nous devons devenir maîtres de notre destin, nous devons être les auteurs des règles d'après lesquelles nous vivons. Et en fait, pour le faire, et pour rendre tangible cet idéal d'autonomie, le meilleur moyen qui a été trouvé, pour lui donner un aspect concret, et on pourrait dire même un peu ironiquement, pour le vendre au peuple, c'est le fait de repousser l'hétéronomie matérielle, repousser le hasard, le risque, les limites, en fait l'humiliation permanente des sociétés en réalité pré-modernes, pré-industrielles, par le milieu extérieur. Et donc c'est comme ça, et on voit cette figure du lien entre autonomie politique et autonomie matérielle en permanence mise en jeu dans la littérature juridique, économique, essentiellement libérale, 17e, 18e, 19e siècle. Et c'est ce qui me permet, c'est en fait si vous voulez, le réseau d'indices textuels qui me permet d'expliquer, de faire l'hypothèse que la liberté politique des modernes est intrinsèquement liée à toute cette série de procédures de réaménagement des milieux par des dispositifs techniques, économiques, de mise en valeur, d'amélioration, qui constituent en fait le socle pratique de ce qu'on appelle parfois l'idéal de progrès. Cet idéal de progrès fait l'objet de contestations, de remises en jeu permanentes à travers l'histoire, en particulier dans le mouvement socialiste, qui dit deux choses, qui dit si progrès il y a, ce progrès doit être pour tous et pas seulement pour certains. Donc il y a un conflit, très simplement un conflit de classe autour de la distribution des bénéfices du progrès, pour sortir de ce que les libéraux anglais avaient présenté comme une fatalité historique, à savoir le fait que, comme dirait Malthus, il n'y a pas de place pour tout le monde au grand banquet de la nature. Ça, c'est le premier point. Puis l'autre aspect, en fait, de la revendication socialiste, qui est central dans la reconstruction permanente de l'État, qui devient l'État social, c'est l'idée que la contribution du plus grand nombre à l'effort productif est le support de leur demande de justice. C'est-à-dire que, encore une fois, le citoyen, le sujet politique moderne, est intrinsèquement lié en fait, à ce qu'il fait à la nature. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il produit, il travaille, il fait des choses, et c'est à ce titre qu'il demande des droits, qu'il demande justice, qu'il demande compensation, reconnaissance. Ça, c'est le sens des premières lignes du livre que vous avez lu tout à l'heure. Donc c'est comme ça que j'essaie de décrire, de redécrire la matrice à la fois politique et matérielle, ou on pourrait dire à la fois symbolique et écologique du processus de modernisation, matrice qui se heurte aujourd'hui, j'espère que c'est à peu près évident, à une impasse, puisque plus nous avons essayé de nous défaire du risque, des limites, du hasard, de l'humiliation par la nature, et plus nous avons contracté à l'égard du milieu naturel, on pourrait dire une dette, une très lourde dépendance, puisque nous avons rejeté vers l'avenir, et très souvent aussi, il faut le dire, dans les marges géographiques, dans les marges coloniales de l'Occident, tout ce que nous ne voulions plus voir, c'est-à-dire le coût écologique de ce processus
de construction politique et matérielle. Et c'est ce qui nous amène, dites-moi quand je m'arrête. Oui, c'est encore. Allez-y Pierre, et ensuite on passera je termine. À Jed. Oui. C'est ce qui nous amène à toute une série, en fait, j'utilise dans le livre plusieurs fois la figure du porte-à-faux, c'est-à-dire nous sommes en décalage, il y a un décalage entre ce dont nous héritons, donc toute cette histoire dont je viens de rappeler les éléments centraux, et puis les impératifs politiques du présent. Nous sommes en porte-à-faux juridique, puisque le sens de la propriété est mis sous tension par le problème des droits de propriété sur les concessions extractives notamment, ou des choses de ce type. Un porte-à-faux social, puisque la majorité de la population qui trouve l'appui pour ces demandes de justice dans le travail s'entend dire aujourd'hui, mais en fait le problème c'est que votre activité engendre des dommages écologiques et vous devez payer. Donc là, on a un enjeu social qui a explosé récemment en France, par exemple, avec les Gilets jaunes, et qui ne manquera pas de réexploser à la première occasion. Et puis, un porte-à-faux territorial, c'est qu'on est sans cesse en train de rejeter la responsabilité sur d'autres pays que nous-mêmes, parce qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre plus fortes que les nôtres, parce qu'il y a des mauvaises pratiques de gestion de ces forêts ou autres. Et donc, il y a un problème lié à la juxtaposition des États-nations sur une planète qui, d'un point de vue écologique, n'est fondamentalement qu'une seule chose, qu'un seul grand système. Donc, vous voyez, l'histoire nous livre d'un héritage extrêmement complexe, et c'est à nous de bien le connaître pour relancer le processus de démocratisation en un sens plus général que celui qui avait prévalu à l'âge du libéralisme moderne. Voilà. Merci beaucoup Pierre, merci d'avoir rappelé la généalogie de votre travail et de rappeler aussi son épaisseur historique, et nous réserverons peut-être pour la deuxième partie de notre discussion les réflexions que vous avez sur la situation politique actuelle. Vous venez d'évoquer ces porte-à-faux, mais je crois utile de préciser que votre livre est aussi un appel à renouveler totalement la pensée politique à partir de la prise en considération de la réalité de l'Anthropocène, et c'est quelque chose qui là aussi vous rapprochera de Jed Purdy. Mais là, je me tourne vers Jed justement pour lui passer la parole, et je suis frappé de voir que beaucoup de mots que vous venez d'utiliser, Pierre, font écho au travail de Jedediah, notamment la réflexion que vous menez sur la propriété, le droit de propriété, mais aussi la réflexion que vous menez sur l'utilisation des ressources, sur le rapport au sol et à la terre. Et je vais lire quelques lignes, Jed, si vous le permettez, dans mon mauvais anglais, mais lire quelques lignes de votre livre, le plus récent que j'ai cité tout à l'heure, parce que je crois qu'il donnera bien à ceux qui nous écoutent la façon dont vous travaillez, et qui est très proche finalement de la façon dont Pierre Charbonnier a envisagé son propre cheminement. Je vous cite: No story or picture of the world matters much if it floats too far from what people do with another's bodies and with soils and weapons and other tools. The thing that tie people together and the things that divide them tend to be the same things. The terms of cooperation are also the terms of exploitation and coercion. Et vous ajoutez, my starting place is the most concrete things that tie people together and also hold them apart. Landscape and animal and mineral nature. Et c'est très frappant de voir comment dans votre livre, vous partez véritablement de cette idée que la relation au sol est tout à fait fondamentale pour comprendre l'organisation du système politique, économique et social américain. Et aussi, et c'est peut-être une vraie caractéristique de votre travail qui est très frappante quand on le découvre, que cette relation au sol qui passe souvent dans votre analyse par la réflexion sur le droit de la propriété et sur aussi le droit de l'environnement qui codifie en quelque sorte cette relation au sol et aux ressources. Cette relation, c'est à la fois ce qui permet de faire tenir la société, mais c'est aussi ce qui la divise, puisque l'ensemble de votre travail peut être aussi, Jedediah Purdy, considéré comme un travail voulant comprendre
l'origine matérielle des inégalités sociales et raciales aux États-Unis. Il y a quelque chose de très puissant dans votre travail sur cette volonté de lire les inégalités dans une perspective à la fois juridique et matérielle, et dans une perspective qui fait du droit une manière d'arbitrer les relations entre les sociétés et la terre, le sol et ses ressources. Shall I start? Oui, à vous, Jed, oui. Je peux y aller? Oh, wonderful. Thank you. So much for what's already been said. J'aurais déjà tellement de choses à dire à propos de ce qui a été dit. J'aimerais déjà tout d'abord remercier chaleureusement les organisateurs de m'avoir invité. Et merci aussi aux interprètes qui sont invisibles, mais absolument cruciaux pour notre conversation et qui nous permettent de dépasser nos limites. Et évidemment, le travail de Pierre est un livre absolument incroyable. J'en ai reçu un exemplaire. Et j'ai essayé d'y passer beaucoup de temps puisque c'est un travail splendide qui nous permet de progresser. C'est un travail progressiste que nous essayons de mettre en place de façon assez différente dans nos chemins finalement, mais je vais essayer d'expliquer ce que je fais. C'est une histoire intellectuelle de l'histoire des idées, une histoire du matérialisme, et je pense que nous partageons le même type d'intérêt dans la façon dont notre imagination voit et décrit la façon dont nous habitons la Terre, et tout ceci n'est pas séparable des interactions écologiques et la façon dont nous séparons les terres et les distribuons. Et c'est, je dirais, la lutte quotidienne de notre espèce. Et je crois que tous deux essayons d'expliquer comment ces relations fonctionnent. Et ceci de deux manières, de façon idéologique, de la façon aussi, une façon imaginaire. Et il y a aussi le côté matériel avec la condition des possibilités qui nous permettent de maintenir ou de nous maintenir ou de nous comprendre. Et donc, nous essayons de retranscrire ça à travers des phénomènes que nous comprenons. Et ce que nous faisons, c'est essayer de comprendre la législation comme un circuit qui est un circuit politique qui a recours aux idéologies et aussi au matériel. Et en essayant de faire ça concrètement, finalement, nous réfléchissons aussi aux façons de le faire. Et évidemment, il y a plusieurs couches historiques de régimes qui décrivent la façon dont ils distribuent le pouvoir en ce qui concerne la possession des terres et le pouvoir et les capacités, les vulnérabilités que ça représente. Et j'ai travaillé aux États-Unis et j'ai pu voir que cela s'articulait de façon très profonde et cela constituait et représentait la vie du pays. J'ai l'impression
La question ou le point de vue républicain dont la liberté se manifeste dans l'inconscient américain depuis le 19e siècle est assez inséparable et indissociable d'une certaine façon de se réclamer de conquérir et de transformer le continent et tout ce corpus de lois de la façon dont il permet d'étendre la propriété et le droit à la propriété sur le continent se fait à travers l'approche républicaine du continent. L'idée de la dignité personnelle et de liberté au sein d'une communauté, c'est enraciné dans l'argumentaire politique américain et dans l'idéologie politique américaine. Et je pense que cela a été fait avec succès, puisqu'en termes d'idéaux politiques, d'idéaux d'une communauté, qui sont tout ceci est englobé dans les pratiques légales et juridiques. Nous projette sur l'autonomie collective et l'histoire de l'humiliation et des insultes qui sont assez inimaginables. Il y a une autre quête romantique de la révélation, de la transformation de ce qui est inconnu et sauvage et encore à découvrir. Et tout ceci s'est transformé à l'ère de l'écologie et nous montre à quel point tout ceci est connecté de façon terrifiante et tout est assez radicalisé et radicalement matériel. Et c'est comme ça que l'on se rend compte que l'on est rentré dans cette ère de l'Anthropocène. Et lorsque l'on parle de la Terre, qui peut nous séparer et nous réunir à la fois, eh bien, les utilisations d'une zone ou d'un terrain qui sont ressentis comme étant essentiels pour des personnes qui peuvent avoir une identité culturelle et politique différente, sont, je dirais, géocompatibles dans les conflits. On a pu voir ça aux États-Unis pour les terres et les terrains publics, pour l'extraction et le retrait des terres aux peuples autochtones pendant la conquête de l'Amérique. Et bien de cette façon-là, finalement, la propriété montre les interdépendances et on peut voir que notre apparatus idéologique nous fait éviter cela parfois. Et donc, il y a d'autres exemples des différentes conceptions de la liberté, de la personnalité Eh bien, tout ceci nous sépare en même temps et finalement, on ne peut échapper les uns aux autres, c'est assez contradictoire. Et tout ceci devient une sorte de distillation ou de métonymie pour l'Anthropocène, puisqu'il y a trop de buts et d'horizons dans notre vie et pour lesquels il y a trop de champs des possibles. Et je pense que notre trajectoire d'émancipation individuelle devient assez ironique au final et nous offre un horizon assez terrifiant.
Et peut-être que j'ai donné une description un peu trop crue. Pierre explore ces questions-là de façon différente. Mais disons que ce sont deux trajectoires différentes de la vision historique pour analyser ce côté idéologique et matériel. Et finalement, on se pose finalement des questions assez similaires. Et nous partageons le sens des limites auxquelles nous nous sommes confrontés. Et pour remettre en perspective tout cela, nous avons besoin d'avoir une conception de la liberté qui rend les choses concrètes et qui parle d'une même voix avec le monde que nous avons créé qui nous a finalement mis des bâtons dans les roues pour notre projet. Et je vais m'arrêter ici puisque j'aimerais entendre l'avis de Pierre pour que nous puissions échanger à ce sujet. Peut-être pour relancer Pierre, effectivement, les approches que vous avez, JDDI et vous, sont assez proches. Elles résonnent beaucoup l'une avec l'autre. Il y a peut-être quelques différences, notamment le fait que Pierre, vous travaillez plutôt à partir du corpus de la philosophie politique, de l'économie politique. Jed travaillant peut-être plus à partir du corpus du droit, de la loi, et en particulier de la manière dont le droit se traduit en dispositif politique. Il y a une analyse notamment très serrée dans les livres de Jed sur la façon dont les grandes lois environnementales aux États-Unis ont modifié quelque peu les relations de la société politique à l'environnement. Donc ça, c'est peut-être une différence. Peut-être que vous êtes, Pierre, plus focalisé sur les questions d'abondance et de relation à la liberté. Jed étant, lui, peut-être plus focalisé sur la problématique du façonnage du territoire, du façonnage du paysage, du design presque de l'espace qui correspond à cette relation au sol dont nous avons parlé. Mais finalement, au bout d'un moment, vos deux approches convergent, et en particulier peut-être sur un point qui me paraît très intéressant, c'est que les systèmes que vous étudiez l'un et l'autre, qui l'un et l'autre proposent la prospérité, la liberté, la richesse pour tous, sont paradoxalement des systèmes qui se fondent sur la privatisation, l'escamotage du droit à la propriété pour le plus grand nombre, la confiscation du sol et de ses ressources pour un certain nombre d'élus ou un certain nombre de nantis. Et je crois que dans vos deux travaux, il y a aussi, au cœur de vos analyses, cette sorte de coup de force qui permet au système de tenir. Pierre Charbonnier, qu'en pensez-vous ? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de proximité entre nos travaux. Je pense que nous sommes l'un et l'autre les héritiers de traditions intellectuelles assez différentes l'une de l'autre, en raison probablement du type d'éducation qu'on a reçu et de lieu dans lequel on travaille. Mais les familiarités sont importantes aussi. En fait, je pense ce qui constitue probablement notre intérêt commun le plus étroit, c'est cette idée de conflit, ce que Jed vient d'expliquer dans son intervention. Et je pense que ça peut s'expliquer en fait par aussi un phénomène en quelque sorte générationnel ou historique. C'est-à-dire que dans le passé, si vous voulez, la première grande génération environnementaliste des années 70, elle a apporté énormément de choses, mais elle a rencontré deux limites importantes. La première ligne, qui sont toutes les deux liées à une forme de dépolitisation en fait des questions environnementales. La première limite, c'était l'idée de dire, par exemple, une idée qu'on trouve chez des gens comme Ulrich Beck ou des gens comme ça. Bon, ça c'est les années 80, mais bon, c'est l'idée en fait que si la modernité était construite autour du partage des bénéfices, la modernité critique, réflexive, environnementale, allait être structurée autour du partage d'un fardeau. Donc, quelque chose d'essentiellement négatif, en fait, et qu'il fallait trouver un moyen de faire avec cette expérience devenue essentiellement négative du rapport à l'avenir.
Donc ça, évidemment, on peut dire sur un plan très bête, socialement, ça n'a pas tellement marché parce que c'est difficile de fédérer de l'action collective autour d'un constat essentiellement négatif, voire même un peu dépressif, hein, et qui avait quand même une connotation un petit peu dépolitisante aussi. Et puis l'autre aspect de cette première génération environnementaliste, c'est son caractère un petit peu utopiste, c'est-à-dire c'est l'idée, j'ai relu quelques passages des livres de Jed cet après-midi et j'ai retrouvé cette idée effectivement très importante, c'est à la fin de After Nature, c'est l'idée qu'en fait dans l'écologie politique des années 70, il y avait l'idée que si on met en fait au pouvoir des ingénieurs écologiquement lucides, ils allaient avoir la capacité de réorganiser l'intégralité des rapports sociaux autour de consignes en fait adossées à un savoir sur les reprendre notre marche confortablement sans heurter les équilibres systémiques. Donc là aussi, vous voyez, il y avait une idée un petit peu post-politique, voire même post-historique, hein, une fois qu'on aura en fait réencastré l'économie dans l'écologie, en fait, l'histoire sera parvenue à son terme, et puis on fera du développement vert et tout ira bien. Donc ces deux aspects qui quand même sont des échecs importants, hein, historiquement parlant, du discours écologique. Aujourd'hui, nous en sommes revenus et ce sur quoi nous insistons beaucoup, et il n'y a pas que Jed et moi, évidemment, il y a des milliers de gens qui en fait prennent la parole en ce sens, hein, et pas seulement dans les sphères universitaires, c'est l'idée de conflit. C'est-à-dire, j'avais écrit une petite tribune il y a quelques mois dans Le Monde, je crois, pour m'adresser aux Verts et leur dire, en fait, il faut arrêter de jouer la carte du consensus autour du constat scientifique. Il faut produire du clivage, mais il faut produire le bon clivage. Il faut trouver la bonne ligne de fracture dans la société pour faire avancer ce processus de relance démocratique et écologique. Alors, une des difficultés, c'est que cette ligne de clivage, ça c'est quelque chose, là aussi on est très nombreux à le dire, Latour le dit par exemple, c'est qu'en fait, elle passe, y compris à l'intérieur de nous-mêmes, lorsqu'on met le contact de notre voiture ou lorsqu'on est en train d'acheter à manger et qu'on ne sait pas exactement en fait, l'empreinte écologique de ce qu'on met dans notre sac. Nous sommes en fait pris dans des choix extrêmement difficiles liés au fait que nous sommes de plus en plus conscients en fait, de l'aura, que la pesanteur, l'inertie des grandes infrastructures matérielles et juridiques fait que nous ne pouvons pas par nous-mêmes complètement nous en défaire. Donc il y a une conflictualité inhérente à la question écologique qui, à certains égards, recoupe le conflit de classe traditionnel, mais qui ne la recoupe pas totalement. Donc, il y a un grand travail de réaménagement, pour nous les universitaires, en fait, de description de l'histoire, des formes conceptuelles de la pensée, etc. Mais il y a en même temps, en parallèle, évidemment, un processus de remodelage de la conflictualité sociale qui diffracte à nouveau l'espace social en de nouvelles polarités qui sont économiques, qui sont territoriales, qui sont morales aussi, hein, il faut le dire. Donc ça, si vous voulez, moi, en tant que quelqu'un qui fait de la recherche en philosophie, je ne me sens pas si vous voulez, la responsabilité de trancher totalement ces débats, mais c'est très intéressant de voir par où ils passent. Et puis évidemment, je passe sous silence des conflits internationaux aussi, puisque chaque entité souveraine se trouve dans une situation on peut dire géopolitique à l'égard des autres, très contrastée. Donc ça, peut-être on en parlera tout à l'heure aussi, mais ça aussi, c'est une source de conflictualité. Jed, dans votre livre, dans vos livres, puisque Pierre Charbonnier a cité aussi le livre précédent, hein, qui s'appelait After Nature, Politics for the Anthropocene, qui est un livre très important, vous insistez bien sur le fait que cette relation au sol, aux ressources, a produit de la violence, de l'injustice, une violence à la fois sociale, économique, mais aussi une violence raciale, en particulier notamment en raison de la façon dont ce façonnage du territoire et du paysage s'est appuyé aussi sur le système esclavagiste.
en particulier dans les États du Sud. Donc cette violence est une violence qui est constitutive de la puissance, et vous montrez bien que cette puissance économique, cette abondance fondée sur cette capacité à façonner le territoire, elle a pourtant débouché sur l'impossibilité de créer un véritable Commonwealth. Et chez vous, ce concept de Commonwealth est très important, puisque vous en appelez justement, après ce constat de l'injustice et de la violence, vous en appelez à la réflexion et à l'action pour inventer un nouveau Commonwealth, un véritable Commonwealth à partir d'une autre manière de considérer la relation productive, affective, symbolique et imaginative des sociétés avec la nature ou avec les éléments et les ressources. Et je crois que c'est très important que vous puissiez expliquer à nos auditeurs français la portée de ce concept de Commonwealth dans votre travail. Jed. Good. Good. This is, I hope, a helpful way. J'espère que cela nous aidera à comprendre où nous en sommes politiquement. Et j'aimerais aussi savoir ce que Pierre pense de cela. Il y a une description très pratique du programme socialiste dans le livre de Pierre. Consummating in the complete politicization Et of the labor question, the material life of industrial society, presumably on democratic terms, at least en termes démocratiques, of socialism. So, oh yeah. So he characterizes the sort of consummation of the socialist. Pierre définit le programme socialiste et la politisation de la question du travail sur sa relation au matériel dans nos sociétés industrielles. Et l'une des façons de comprendre cela, c'est de comprendre notre interdépendance matérielle et aux conditions de l'Anthropocène, mais ce n'est pas divisé il n'y a pas de séparation significative. Et je pense qu'il faut commencer avec une description de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, du point où nous en sommes, une description des espèces, et de façon concrète, si nous parlons des fonctions humaines, comme le fait de communiquer avec nos familles, travailler, participer à la vie économique qui nous entoure, rester au chaud, se maintenir au frais, tout cela est rendu possible parce que nous participons à ce système, à ce réseau très lourd et imposant de câbles, de routes, de structures, d'habitations dans le monde entier. Et chaque kilo du corps d'un être humain pèse environ 27 tonnes d'infrastructures dans le monde, en ce qui concerne les sols qui sont transformés et dédiés aux activités industrielles. Et si l'on
s'éloigne de cela, couche par couche, en enlevant les routes, le matériel, l'industriel, etc. 99% des personnes qui vivent dans les pays industrialisés ne subsisteraient pas même un an. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui est facilité par la technologie. Nous sommes presque des cyborgs, qui est un terme qui était à la mode il y a quelques années. Et donc, par exemple, je ne pourrais pas développer ma collaboration avec Pierre sans l'énergie, sans la technologie qui nous permet de communiquer d'un bout à l'autre du monde. Et c'est vrai que ceci est caractéristique de tout ce que l'on fait. Et on le voit de façon très profonde par rapport à la façon dont les Américains ont répondu à la pandémie, à ce phénomène biologique et épidémiologique. On a pu voir le système d'organisation, les systèmes économiques et technologiques qui se sont isolés, sont restés en sécurité, se sont préservés des interactions physiques avec d'autres personnes. Et c'est un exemple assez concret, finalement, de la façon dont notre ordre économique dont les transports, dont les entreprises de livraison sont organisées. Et brièvement, pour terminer, il y a aussi la nature, il y a le climat, l'atmosphère, les systèmes, les forêts. Et on peut voir qu'il y a une transformation énorme sous la pression du changement climatique et de toutes les autres crises que l'on peut rassembler et qui sont les conséquences qui nous ont amenés à parler de l'Anthropocène. Et elle continue à nous enfermer dans ces schémas inégaux. Et je pense que tout ceci peut aussi représenter l'Anthropocène. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela finalement? Et je vais essayer de contenir mon discours au maximum. Le problème principal de la politique dans sa tradition moderne, c'est que nous sommes en conflit. Et nous sommes en conflit parce que nous avons besoin des mêmes choses, nous voulons les mêmes choses, nous avons besoin d'obtenir des choses des uns et des autres. Et nous avons besoin de certains termes qui nous permettent de nous protéger les uns des autres et aussi de travailler ensemble. Et finalement, nous sommes à la fois nos propres menaces et nos collaborateurs. Et nous pouvons être à la fois ennemis et amis. Et finalement, c'est ce qui nous pousse. Peut-être que c'est un petit peu... Dans la tradition du socialisme dont Pierre parlait tout à l'heure, l'idée de refonder les termes de nos rencontres, que ce soit au niveau juridique, politique, économique et matériel, sont des choses que nous devons repenser pour redevenir des amis. Et donc cette idée de Commonwealth, que j'essaie de décrire dans ce livre, est plutôt, je dirais, un horizon moral pour redéfinir les formes d'interdépendance et d'infrastructure que j'essaie de décrire.
Cet idéal montre que, par exemple, mon activité, ma propre survie, nous montre qu'on peut parfois devenir plus vulnérable, qu'on ne peut pas s'épanouir et qu'on peut mourir en amenant de la nourriture à quelqu'un qui l'a commandé. Lors de cette pandémie, dans cette pandémie, par exemple, c'est une des démonstrations de ce qui se passe aux États-Unis et qui montre que cette idée de bien commun, de Commonwealth aux États-Unis, n'est plus, ne fonctionne plus. Et donc pour l'Anthropocène, au niveau politique, c'est insuffisant. Je m'excuse, mais l'interprète a du mal à comprendre ce que Jed dit à cause de l'écho, en fait. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir évoqué, Jed, la pandémie. On the Anthropocene. Let's go. Yes. How far back to go? Just that last thing I said. I'm trying to remember what I just said because it sort of comes at the end. J'essaie de me rappeler ce que j'étais en train de dire. Je suis désolé, ça faisait partie d'une certaine logique. Je disais que même pour décrire cet idéal du Commonwealth, eh bien, on peut voir que c'est très éloigné du monde réel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, il faudra arriver à comprendre quelles sont les étapes partielles qu'il faudra entreprendre dans cette direction sous cette ère de l'Anthropocène. Merci beaucoup. Pardon de vous avoir interrompu un peu avant la fin de votre réflexion. Et vous avez d'ailleurs répondu par anticipation à une question du public sur la façon dont la pandémie pouvait montrer l'ampleur de la situation que vous décrivez. Et vous avez bien expliqué que la situation pandémique aux États-Unis et ailleurs est à l'opposé évidemment de ce que vous pouvez vouloir développer à travers votre concept de Commonwealth. Mais là, je me retourne vers Pierre Charbonnier parce que je crois que la présentation très impressionnante que JDDI vient de faire de ce monde trop lourd, de ce monde empesé en quelque sorte par ses infrastructures, de ce monde fondé sur l'extraction toujours plus importante de ressources, de ce monde menacé par le changement global et par les inégalités. On peut peut-être, Pierre, si vous le voulez bien, passer à un auteur qui occupe une place importante dans Abondance et Liberté, qui est Karl Polanyi, parce que dans une certaine mesure, ce que Jed vient d'essayer de nous expliquer à travers cette volonté de développer le nouveau concept de Commonwealth, ou plutôt une nouvelle signification à ce concept, ça nous permet aussi de revenir à une réflexion centrale dans l'œuvre de Polanyi, notamment de The Livelihood of Man, un livre posthume publié en 1977, c'est-à-dire la réflexion menée sur les subsistances et la manière finalement d'assurer la subsistance d'un groupe humain et de l'assurer dans un sens qui soit le sens non pas de la captation, de la privatisation, de l'accentuation de l'inégalité par rapport à la subsistance, mais plutôt dans le sens d'un meilleur partage. Et nous revenons là peut-être à un concept finalement très élémentaire, mais en même temps très puissant, qui est justement celui de subsistance. Et vous montrez dans votre livre à quel point le couplage entre abondance et liberté nous a peut-être fait dévier de la possibilité même d'une réflexion posée et sereine sur la question des subsistances. Pierre. Oui, c'est vrai. Alors, je me suis beaucoup intéressé à Polanyi, en partie pour cette raison, effectivement, c'est qu'il fait partie d'un groupe de penseurs liés au milieu intellectuel viennois de l'entre-deux-guerres,
où un conflit vraiment gigantesque opposait les tenants en fait, autour de von Mises et Hayek, en fait, de l'intégration des besoins par le marché, et en face, donc, des gens comme Polanyi ou Otto Neurath, qui essaient d'expliquer en fait que ces dispositifs d'agrégation des besoins étaient extrêmement inefficaces, à la fois en termes de restitution de la justice, mais aussi ils étaient en quelque sorte quand même des précurseurs de l'écologie. Et le marché, disait-il déjà, était en fait extrêmement inefficace lorsqu'il s'agit en fait d'agencer des chaînes de production, des chaînes d'acheminement, et de le faire en fait en cohérence avec, d'un côté des besoins humains et de l'autre des contraintes matérielles, des contraintes écologiques, des résistances technologiques. Et effectivement, par exemple, la crise sanitaire présente montre bien, enfin révèle bien, une fois de plus, que si on s'en tient à des dispositifs marchands, en fait, la coordination des acteurs est extrêmement pauvre, extrêmement rudimentaire, et en plus, elle suscite en fait des types de préférences subjectives où on parie toujours sur le fait qu'on va, par exemple, en l'occurrence, éviter le virus plutôt que l'avoir. Donc, ça ne favorise pas, en fait, les procédures de coordination. Donc, en fait, il y a un lien étroit entre une certaine critique de l'économie politique, en fait, disons, marxiste, mais hétérodoxe marxiste, liée à une réflexion sur la mise en coordination des humains entre eux et des humains avec leur milieu, sur des modes qui ne sont pas réductibles au marché. Il y a un autre auteur auquel je me suis beaucoup intéressé, qui a raisonné comme ça, enfin qui a construit une critique de l'économie politique capitaliste de cette manière-là, c'est Veblen, l'économiste, sociologue américain, qui a vraiment proposé une révolution que lui disait technocratique, c'est-à-dire qui permettait en fait de subordonner les classes sociales dévolues en fait à l'optimisation du rendement monétaire à des classes sociales dévolues à l'optimisation de l'efficacité matérielle. Là aussi, ça renvoie à des choses importantes dans le travail de Jed, parce qu'il en a fait une des quatre matrices de l'environnementalisme américain, qui est la quête de l'efficacité, alors qui a ses limites aussi. Mais c'est vrai que réactiver cette tradition-là, je pense, est assez important pour une raison simple, c'est qu'en fait, à mes yeux, c'est le meilleur moyen en fait, de faire remonter dans les structures technocratiques des États modernes les impératifs matériels. C'est-à-dire, par exemple, en France, on est un des États qui, le plus précocement dans l'histoire, avec l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis, a mis au point des grandes institutions de statistiques, où on arrivait à faire remonter dans des organes de connaissance publique l'activité des gens, ce qu'on échange, ce qu'on fait, ce qu'on produit, etc., et à gouverner en fait à partir de ces grands appareils statistiques. Le problème, c'est que ces grands appareils statistiques, ils ont été inventés pour faire de la croissance, pour faire de la compétitivité, pour faire de la productivité. Après la guerre, c'est comme ça qu'on raisonnait. Si on arrive à remodeler en fait intégralement, à révolutionner ces grands dispositifs qui sont en fait les organes sensoriels et cognitifs de l'État, pour faire en sorte que les impératifs matériels, en fait, on pourrait dire de subsistance, soient le critère à partir duquel on produit des savoirs et on organise des décisions. Si on arrive à faire ça, ça a une grande comptabilité écologique, une grande réorganisation des systèmes redistributifs, des systèmes d'incitation économique et de désincitation économique. À partir de ces impératifs-là, je pense qu'on peut faire un grand pas en avant. Et ça, il faut le mettre en regard avec les dispositifs qui sont choisis aujourd'hui. Par exemple, peut-être on pourrait discuter avec Jed de l'executive order qui vient d'être rédigé et signé par le président Biden aux États-Unis aujourd'hui même, qui promet en fait une immense réorganisation des infrastructures énergétiques, productives, des transports, du logement, et conséquemment des politiques de l'emploi aux États-Unis, mais qui ne prend pas du tout la forme d'une économie de la subsistance. Pas du tout. C'est un système en fait, d'incitation pour canaliser en fait, la recherche d'accumulation du capital vers de nouveaux types d'investissements, de nouvelles structures énergétiques, de nouveaux business, de nouvelles formes d'innovation,
Donc, on va voir jusqu'où ça amène les États-Unis dans leur processus de décarbonation de l'économie, puis on verra surtout où ça les mène en fait, dans un processus de réponse à des demandes de justice sociale, évidemment, de la part de la population. Mais on voit quand même déjà en fait, que plusieurs types de stratégies politiques existent pour Pierre, nous vous avons perdu. Alors peut-être puis-je passer la parole à Jed, si Jed m'entend toujours, pour prolonger la réflexion lancée par Pierre Charbonnier. Jed, dans votre livre, vous dites, je vous cite, « In Anthropocene, remaking the economy ». Dans l'Anthropocène, on fait de l'économie et notre relation à l'écologie comme deux aspects du même changement. Repenser l'économie dans le même mouvement que nous repensons l'écologie, entendue comme la définition d'une relation à la terre, au sol, aux subsistances. Donc j'aurais envie de vous poser deux questions par rapport à ce programme qui est un programme politique qui est au cœur de votre livre, puisque vous êtes aussi un scientifique et un intellectuel engagé dans la réflexion politique aux États-Unis. Est-ce que pour vous, le projet de Green New Deal qui a été porté par un certain nombre d'acteurs politiques aux États-Unis, notamment du côté des démocrates, pas forcément par le président Biden d'ailleurs au départ, est-ce que ce Green New Deal participe de cette réinvention de l'économie connectée à la réinvention de l'écologie? Et peut-être pourrez-vous nous expliquer pourquoi. Et puis une deuxième question, cette fois-ci aux juristes. Comment ces bouleversements doivent être pris en compte par le droit, c'est-à-dire comment en fait tout ce que vous appelez de vos voeux peut se traduire au plan juridique, dans la mesure où le droit n'est pas forcément toujours un champ d'activité extrêmement souple, extrêmement plastique, extrêmement capable de changer ses bases. Donc comment voyez-vous, vous, l'évolution du droit dans cette période si cruciale pour nous ? Très bien, super. Donc, j'espère que Pierre aura l'occasion de revenir parmi nous. Et lorsqu'on a parlé de Karl Polanyi, mais peut-être que je vais poursuivre. Pierre est de retour. Donc, la relation entre la transformation de l'économie, de l'écologie et l'avenir pour le droit. Michel, je vais essayer rapidement de répondre pour rendre la parole à Pierre. En tout cas, je vais essayer de laisser du temps à Pierre. Donc, Pierre parlait de Karl Polanyi et l'un des points fondamentaux de Polanyi, c'est le fait que le marché capitaliste, le marché libéral, a constitué maintenant substantiellement, ne produit pas certaines des choses dont nous avons besoin pour survivre ensemble. Donc, la terre, la reproduction écologique et la politique de l'argent est également une autre question, mais nous n'avons pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc, à mes yeux, il y a un besoin de redéfinir la richesse elle-même, non pas comme une notion abstraite, mais par une redéfinition du type d'activité qu'il faut récompenser et encourager dans nos vies matérielles et remettre au centre de nos économies le type de travailleur et le type de
cadre qui permet aux travailleurs de vivre et de permettre la reproduction des travailleurs. La persistance des choses est aussi importante finalement que leur transformation. La continuité est aussi importante que l'innovation. Le changement peut avoir des milliers et des milliers de conséquences dans les impôts, dans la politique, dans les dépenses en infrastructure, la modification des politiques agricoles, la manière dont les personnes sont formées, etc. Et peut-être que l'idée écologique devient complètement différente. Cette notion de mener une bonne vie, une vie libre, et qui doit être modifiée en pensant que le monde, par conséquent, est impacté de manière catastrophique et change tellement vite que nous avons nous-mêmes du mal à adapter nos règles à ce changement. Donc ça, c'est une dimension philosophique. Il y a également une dimension politique, technique, technologique et existentielle. Le droit, en 2 mots. J'ai une superbe conversation avec des étudiants auparavant qui parlaient du droit de la nature, c'est-à-dire la nature a-t-elle des droits? Et c'est une notion qui peut être importante dans le cadre de ce débat. J'en parle parce que cela implique une certaine idée de la transformation dans le cadre juridique. Donc, il s'agit de réarticuler ces notions, de leur donner des nouveaux sens, des nouvelles dimensions. Donc, c'est aux experts juridiques qu'il faut répondre à ces questions en introduisant les changements nécessaires. Actuellement, je suis frappé par l'urgence d'avoir une forme plus populaire, plus souveraine, une expression directe de la population qui doit se traduire dans le droit. Les lois environnementales ont profondément modifié la relation des États-Unis à la nature. Donc, je pense que c'est aux législateurs de s'attaquer à ce sujet. Nous en avons besoin. Merci Jed. Pierre, peut-être pour reprendre cette balle au bond, vous avez vous-même, à partir de ce livre, Abondance et Liberté, décidé, à partir des analyses que vous menez, d'intervenir en tant que à la fois philosophe, scientifique, mais aussi en tant que scientifique impliqué dans les débats publics. Vous avez décidé d'intervenir dans le champ de la réflexion politique sur la question anthropocène, avec un engagement qui est celui justement d'un scientifique et d'un intellectuel. Et comment appréhendez-vous justement les échéances qui sont désormais devant nous, puisque nous ne pouvons plus nier l'ampleur de l'embarras qui nous saisit face aux effets de plus en plus manifestes du changement global. Vous avez montré dans votre livre comment nous en étions arrivés là, à travers cette généalogie, vous permettant de lier l'abondance et la liberté. Comment voyez-vous la capacité d'aller plus loin et de faire en sorte que votre travail puisse contribuer peut-être justement
un peu comme Philippe Descola l'avait fait en montrant qu'il y avait d'autres manières de concevoir la relation entre les êtres humains et l'environnement que la nature à l'occidentale. Finalement, vous en appelez sans doute à un autre lien, une autre mise en relation entre subsistance et liberté, peut-être en abandonnant l'idée d'abondance. Comment voyez-vous les choses ? Oui, alors ça, c'est la question impossible à répondre, hein. Moi, je pense qu'en fait, si en fait une nouvelle conception de la prospérité peut être avancée, en fait, je pense qu'elle existe déjà. Vous savez, je ne pense pas que les philosophes soient les accoucheurs de quelque chose de nouveau. Simplement, on essaye de suivre les transformations sociopolitiques de notre temps et de les mettre en forme, de les mettre en idées. Donc, si je dis qu'elle existe déjà, c'est qu'en fait, on sent peser une mauvaise conscience sur certaines pratiques de consommation. On voit, j'en ai parlé tout à l'heure, émerger de nouvelles formes de conflictualité sociale, en fait, qui tendent à montrer que la réorganisation du travail et la conquête de la sobriété énergétique doivent aller de pair. Et que si elles doivent aller de pair, c'est ce que vient de dire Jedediah, elles doivent en fait s'inscrire dans une refonte des réglementations juridiques qui structurent en fait les relations entre le capital et le travail, tout simplement. Donc là, il y a un rapport de force social très net. Donc vous voyez, tout ce faisceau de processus sociaux en mutation, en fait, il est déjà là, mais ce qui n'est pas là, c'est ça. En fait, c'est son institution. En fait, c'est sa réalisation concrète dans des organes institutionnels, donc pris en charge par l'État ou pris en charge par des institutions supranationales. En Europe, nous sommes français, mais nous sommes surtout européens, donc c'est surtout à l'échelle européenne que les choses se passent, il faut quand même en avoir conscience. Donc, ce qui reste à faire est de cet ordre. C'est-à-dire que ce n'est pas un changement de civilisation qu'il faudrait entièrement imaginer. En fait, c'est l'adaptation des structures de décision politique à un changement de civilisation qui a déjà eu lieu. Mais Pierre, en grande partie. Pierre, oui, si je puis me permettre de vous relancer là-dessus, on peut néanmoins penser que le couplage entre abondance et liberté reste en quelque sorte une imagination économique, politique et sociale assez largement dominante du côté des institutions, justement. Voilà, c'est ça. À l'inverse, l'idée de sortir de l'abondance reste pour beaucoup accompagnée de la crainte de perdre sa liberté. Et vous en appelez donc à une nouvelle imagination philosophique instituante, en quelque sorte, qui n'est pas encore tout à fait là. C'est vrai, mais il ne faut jamais oublier que ce qui est demandé à la majorité d'entre nous pour que ce vieux couplage entre abondance et liberté demeure, ce qui est demandé sont déjà des sacrifices. Ce sont des sacrifices, notamment en fait, au niveau tout simplement de la compensation matérielle du travail. Donc, la modération salariale, l'austérité, ça sert à ça. Ça sert à maintenir le vieux couplage entre abondance et liberté, c'est-à-dire rester sur la voie de la conquête des gains de productivité et des gains en fait de compétitivité sur la scène des marchés internationaux. Donc ça va avec des sacrifices. Dans ce cas, on peut très bien assumer que la réinvention d'un sens de la liberté compatible avec les limites planétaires s'accompagne lui aussi de certains sacrifices. Mais je crois que ces sacrifices sont beaucoup moins importants, beaucoup moins durs, beaucoup moins difficiles à consentir que quand je dis nous, c'est essentiellement les parties de la population les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus pauvres, évidemment, comme toujours. Donc, on peut très bien présenter la voie de l'écologie politique comme quelque chose qui demande aussi certains sacrifices, mais qui a à offrir, c'est la ligne d'argumentation fondamentale du Green New Deal aux États-Unis, mais aussi en quelque sorte en Europe,
C'est-à-dire, ce que nous avons à vous offrir aussi, ce sont des infrastructures de transport de meilleure qualité, moins chères, plus accessibles, des infrastructures de logement de meilleure qualité, moins chères, plus accessibles, moins discriminantes, des formes de travail dotées de plus de sens, plus tournées, effectivement, c'est un des concepts clés, hein, celui qu'a avancé Jed tout à l'heure, plus tournées vers la reproduction du corps collectif que vers les simples tâches productives. Hein. Ça aussi, c'est ce que j'essaie de montrer un petit peu à la fin du livre. Et de nombreux économistes aujourd'hui, d'ailleurs, réfléchissent dans ces termes-là. Donc, c'est en quelque sorte sacrifice contre sacrifice. Je pense que, si on parle très concrètement des prochaines échéances électorales, tout le monde va arriver sur la scène du débat public en disant « voilà les sacrifices qu'on vous demande pour réaliser telle tâche ». Probablement que ce sera le sens du discours aussi de l'écologie. Quand je dis écologie, ce n'est pas simplement le parti écologiste, hein, c'est une frange politique assez large qui a des propositions de ce type-là. Donc, c'est ça qu'il va falloir peser, et c'est là qu'on va peut-être enfin savoir si, comme vous l'avez suggéré, une majorité préfère parier sur une certaine forme de sécurité, c'est-à-dire la recherche de la compétitivité de notre pays sur la scène internationale pour faire de l'emploi. Hein, ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on continue ou pas? Et si on ne continue pas, qui va réussir à nous convaincre qu'on ne se jette pas dans le vide en consentant quelques sacrifices pratiques quotidiens dans notre mode de vie, mais qui seront compensés par des bénéfices beaucoup plus grands. Donc, on va voir. Peut-être que les États-Unis vont nous devancer de quelques années dans ce travail-là. Peut-être que d'autres pays vont nous devancer. Peut-être que c'est nous qui devancerons les autres. Pour l'instant, on n'est pas tellement parti sur cette voie-là. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi être extrêmement attentif à ce qui se passe autour de nous et ne pas être trop franco-français dans ces questions-là. Non seulement parce que la France est un tout petit pays, hein, les émissions de la France à l'échelle globale, c'est proche du néant. Donc pour ça aussi, il faut relativiser notre propre importance, mais aussi voilà, être attentif à des expérimentations politiques, économiques et juridiques qui peuvent très bien venir d'ailleurs et qui aussi peuvent très bien venir de régions du monde qui ne sont pas... en fait, qui ne participent pas du grand bloc atlantique capitaliste. Hein. Bien sûr. Merci de cette évocation aussi de la nécessité d'assumer un débat politique qui n'est pas forcément un débat politique consensuel. Ça répond à une remarque du public. Ce débat politique, il sera, à n'en pas douter, un débat disputé et un débat de mésentente peut-être. Et je me retourne vers Jed, peut-être pour le dernier round de prise de parole. Vous, Jedidiah, vous plaidez dans vos livres pour l'invention d'une nouvelle imagination politique à partir aussi d'un renouveau d'une imagination en matière de relations des sociétés à leur environnement. Et vous êtes par ailleurs vous-même un acteur impliqué dans un certain nombre de mouvements civiques et politiques, notamment à Durham, où vous habitez, en Caroline du Nord. Et vous dites d'ailleurs dans votre dernier livre qu'une bonne partie de votre pensée se constitue aussi dans ce rapport très affectif et très fort que vous établissez avec ce lieu. Et justement, la question que je voudrais vous poser, c'est peut-être la question évoquée par le public, c'est-à-dire comment envisagez-vous ce problème de la conflictualité autour de cette nécessité d'envisager un nouveau Commonwealth par rapport à un certain nombre d'acteurs
du système socio-économique standard, très présent dans les institutions politiques et dans la société civile, qui peuvent évidemment vouloir sans cesse différer la prise en compte de la réalité de l'Anthropocène. Et cette conflictualité, évidemment, elle est importante à prendre en considération parce qu'elle est réelle et elle produit elle-même des troubles politiques dont on voit qu'ils peuvent aller très loin dans un certain nombre de sociétés et même provoquer des réactions antidémocratiques assez fortes. Comment vous placez-vous par rapport à cette problématique de la conflictualité, Jed? Good. It triggers both anti-democratic reactions and democratic. Eh bien, ces réactions antidémocratiques et anti-écologiques que l'on peut voir aux États-Unis, It's one of the most basic questions, and I won't pretend that et l'une des questions les plus basiques, et je ne sais pas si je vais arriver à tout englober, eh bien, les grands épisodes de transformation environnementale have tended to involve two elements. They have arisen from people discovering that they have something to fear, that the world they function for and know is under threat. Je suis désolé, mais l'interprète entend très mal l'orateur. Il y a énormément d'écho. C'est très difficile d'interpréter dans ces conditions. Ideals that are already present in their lives of security, of fraternity, of enlightenment, J'y arrive. are even more richly realized. So both something threatening us and something Quelque chose qui nous menace. And it's once again the Et une fois de plus, c'est le défi que se pose aux responsables politiques, c'est-à-dire persuader les gens qu'il faut redéfinir la richesse et redéfinir la notion de communauté. Et grâce à cela, nous pourrons faire face aux problèmes et non pas les fuir. Je pense que nous sommes arrivés au terme de cette conversation, hélas, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. J'espère que nous avons pu rendre sensible pour nos téléspectateurs et nos éditeurs la convergence de ces deux analyses particulièrement importantes. Je crois que nous avons là deux auteurs qui, à leur manière, ont éminemment contribué au renouveau de la pensée concernant ces questions très importantes dont nous avons discuté, de la façon dont des sociétés établissent un ordre politique et juridique à partir de la définition d'une certaine relation à la terre, au sol et à l'environnement. Évidemment, le géographe que je suis ne peut que se féliciter de voir revenir au cœur du débat philosophique et juridique la question de la fabrique géographique d'un espace et la question de la façon dont cette fabrication d'un espace géographique compte dans la définition de l'ordre social et politique. Et l'Anthropocène, c'est peut-être ce moment justement où la géographie fait retour, alors que pendant très longtemps, les systèmes politiques étaient plutôt appuyés sur des théories de l'histoire et des récits historiques. Peut-être que l'Anthropocène, c'est ce moment du grand retour de la géographie qui nous permet d'envisager d'autres ordres politiques, d'autres Commonwealth et d'autres relations entre abondance et liberté. En tout cas, merci beaucoup Pierre Charbonnier d'avoir été présent ce soir. J'espère que cette conversation, cette première conversation avec Jed se poursuivra par d'autres. Merci beaucoup Jedediah d'avoir été là ce soir. Et je dois dire que j'espère que nous aurons bientôt la chance d'avoir quelques-uns de vos livres traduits en français. Nous sommes très heureux de savoir que Pierre Charbonnier va bientôt être publié aux États-Unis. Mais je pense que la conversation de ce soir nous montre aussi qu'il serait important, c'est un appel aux éditeurs, que les livres de Jedediah soient traduits en français. Et en tout cas, je ne peux que conseiller à nos spectateurs de lire l'un et l'autre si ça n'est pas déjà fait. Merci beaucoup Jed. Merci Pierre et à bientôt.
Thanks.